Alors avec les châteaux de la Loire, Oleg va s'en donner à cœur joie, car les décors de la Renaissance sont beaucoup plus friands de formes géométriques. Et vous savez qu'Oleg, de par sa tendance autistique, eh bien, voit une rune dès qu'il aperçoit une forme géométrique. Donc tous les châteaux, ou presque, vont y passer. Chambord, Blois, Villandry, Chenonceau, Fontainebleau. Le résultat est amusant, regardez. Quand j'ai découvert les runes du château de Chambord, ça a été un moment très spécial. D'abord parce que, en tant qu'historien, je trouvais des éléments qui allaient être d'une grande aide, mais surtout parce que j'ai senti cette volonté de transmettre qui venait des ancêtres. Je me suis senti accompagné par nos ancêtres qui m'apportaient une aide. Et voilà, j'ai senti cette attention qui venait du passé. Et cette volonté de transmettre un message à travers ce château grâce aux runes. Pas besoin de s'éterniser, mais on va tout de même s'arrêter un instant sur le château de Fontainebleau, ça vaut le coup. Dans le château de Fontainebleau, la demeure des rois de France, sur la plus grande cheminée, trônent les cornes d'Odin. Il s'agit de la plus illustre salle, vieille de 480 ans. C'est la somptueuse salle de bal. Elle fut construite au XVIe siècle, sur ordre de François Ier. Il s'agit de la salle principale du château, là où François Ier donnait des banquets. Les cornes d'Odin ornent chaque recoin de la salle. Aucun regard ne peut y échapper. Ce symbole peut aussi être nommé la trictra cornue. Donc comme nous allons le montrer, ce symbole dans cette salle de château de Fontainebleau n'a rien à voir avec Odin, ni d'ailleurs avec la Trinité. Mais il est là pour glorifier une femme qui est la maîtresse du roi. N'oublions pas que le goût de l'époque, et le décor de la salle de bal le prouve, s'inspire de la mythologie gréco-romaine. Donc avec Diane, Hercule, Apollon, les Muses, Jupiter, Mercure, Vulcain, Vénus, etc. Donc il n'y a rien d'étonnant de voir un mélange de symboles religieux, profanes, chrétiens, païens, c'était l'époque. En fait, Oleg a omis ou ignore un détail qui explique tout très simplement, c'est que le roi Henri II, c'est lui qui a complété le château fait par François Ier, en faisant construire cette salle de bal.
Le château est François Ier, mais cette salle, c'est Henri II. Et donc, il a aussi rajouté une chapelle à l'honneur de la Trinité. Bien. Et tout le monde savait à l'époque, comme aujourd'hui apparemment, sauf Oleg, que Henri II a commandé le décor de cette salle pour glorifier sa maîtresse qui s'appelait Diane de Poitiers. Et sur ce manuscrit qui apparaît à l'écran, on peut voir le H d'Henri mêlé au D de Diane. Et de part et d'autre, les 3 croissants de lune, symbole de la Diane mythologique gréco-romaine, en référence à cette déesse Diane qui très tôt est devenue la déesse de la chasse et de la lune dans la mythologie romaine. La lune ou son croissant était aussi le symbole en héraldique de la noblesse, c'est-à-dire de l'accroissement de richesse, de l'accroissement de l'honneur, de la renommée, du renouveau. Donc Oleg se trompe totalement quand il y voit une signature en l'honneur d'Odin. Non, dans cette salle, Henri II, prince mondain, a simplement voulu honorer sa maîtresse, Diane de Poitiers, qui est morte en 1566, et dont il était éperdument amoureux, le pauvre. Et pour honorer sa maîtresse, eh bien, il a reproduit un peu partout son emblème des 3 lunes entrelacées. Voilà. Donc Henri II n'avait rien à faire d'Odin, il lui suffisait de se savoir dans le cœur de Diane et tout allait bien. Donc il n'y a aucun ésotérisme là-dedans, et s'il y a un ésotérisme, c'était un ésotérisme purement galant d'un amant envers sa maîtresse. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si une des peintures de la Grande Cheminée est consacrée à une allégorie de la déesse Diane. Et c'est une lune et non pas des cornes d'Odin que les peintures ont dessinées sur la tête de Diane et un peu partout dans le château, puisque telle était la façon antique de symboliser cette déesse. Mais d'après mon spécialiste, je serais tellement atteint que normalement, bien, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre, alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer beau. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il dit. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a même dit qu'il n'y avait pas plus modeste que lui. Personne ne peut le dépasser sur toute question cadrée. C'est un abruti.